Bonjour à tous et bienvenue dans l'IA C'est pas sorcier avec Little Big Code. Toujours accompagné de Benjamin, comment ça va? Ça va super, toi Théo? Bah oui, super, d'autant qu'aujourd'hui on va parler de Large Language Model et de ChatGPT, sujet passionnant. Je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Avec plaisir. En effet, sujet brûlant. Aujourd'hui, on va essayer un petit peu de mieux comprendre ChatGPT, d'où il vient, comment est-ce qu'on a créé ce modèle, et puis un petit peu dans un second temps, quelles sont les limites que peut avoir ChatGPT et comment on peut attendre un petit peu, ce qu'on peut attendre un peu comme évolution du domaine des Large Language Models. Mais tout d'abord, quand on parle de Large Language Model, on s'intéresse à un champ un peu plus large du machine learning, qu'on appelle le Natural Language Processing, et dans lequel on a tout un tas de tâches différentes qui ont toutes pour point commun de traiter du texte en entrée. Ce qu'on connaît le mieux, c'est probablement la traduction ou alors la détection spam, mais aujourd'hui on va s'intéresser à une sous-tâche très particulière du NLP qu'on voit beaucoup plus rarement, qui est la prédiction de texte. Le but, c'est de partir d'un début de phrase, ici une souris, et d'avoir un modèle qui va nous dire quelle est la suite la plus logique à apporter à ce texte. Une souris verte, une souris blanche, une souris grise. Il y a plein de possibilités. Et le modèle qu'on va regarder, qui est GPT, est entraîné spécifiquement à faire cette tâche. Alors pourquoi? On va le voir dans un second temps. Mais tout d'abord, comment est-ce qu'on entraîne un modèle à prédire le plus efficacement possible la suite d'un texte? Pour ça, on utilise une architecture qui s'appelle les Transformers, qui est une architecture qui a été inventée en 2017 et qui, depuis, est le state of the art en termes de NLP, puisque c'est vraiment ce qui a le mieux marché pour réussir à comprendre du texte. Les Transformers, c'est composé de plusieurs parties. La première, elle est assez logique. Si vous avez vu notre vidéo sur DALL-E, vous en avez déjà entendu parler. C'est ce qu'on appelle l'embedder. Le but de l'embedder, c'est de partir du texte brut, qui est quelque chose de très compliqué à comprendre pour un modèle, et d'en faire un vecteur qu'il va pouvoir manipuler, sur lequel il va pouvoir faire des opérations mathématiques un peu classiques, tout en gardant au maximum le sens de ce texte. C'est-à-dire que ce qu'on veut de notre embedder, c'est qu'une fois qu'on a transformé notre texte en vecteur, on puisse faire des opérations qui fonctionnent également dans l'espace des mots, donc qui restent logiques. Par exemple, si on prend Paris, qu'on retire la France et qu'on rajoute l'Angleterre, on aimerait bien atterrir sur Londres. Et ça, c'est quelque chose qu'on va avoir quand notre embedder il va s'être entraîné et qu'il va bien fonctionner. Du coup, par la suite, ce qu'on va manipuler, ça va être toujours des vecteurs. Donc finalement, ça va plus être si important que ça, qu'on soit sur du NLP, on pourrait appliquer des opérations qui vont ressembler un peu à d'autres domaines, par exemple, à ce qu'on fait sur des images. Et en fait, la structure qu'on va avoir au sein de notre Transformers va beaucoup ressembler à ce qu'on fait sur des convolutions en images. C'est-à-dire qu'on va avoir notre texte en entrée et on va détecter des patterns, au début assez grossiers et puis de plus en plus fins qui vont nous permettre de le comprendre. Un petit peu comme quand on cherche à détecter un visage et qu'on commence par repérer simplement les arêtes, puis qu'on les assemble pour faire des formes, qu'on retrouve un petit peu les ovales, avant de décider si vraiment cet ovale c'est un visage ou non. Ici, ce qui va jouer ce rôle de détecteur de patterns, c'est ce qu'on va appeler les encodeurs et les décodeurs, qui sont des cellules d'attention, qui ont vraiment pour but de prendre le texte et de répondre à une question sur ce texte. Alors ça peut être des questions très simples, comme est-ce que ce texte est une question, est-ce qu'il y a un verbe dans le texte, ou des choses un petit peu plus complexes, comme quel est le sujet de ce texte, quel est son thème. Concrètement, pour faire ça, ce qu'on va avoir dans notre cellule d'attention, ça va être deux choses. Tout d'abord, quelque chose qui va représenter la question, qui va être une matrice, et quelque chose qui va représenter la réponse à laquelle on s'attend. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque mot, donc qui est un vecteur à ce moment-là, on va lui poser la question, on va multiplier la matrice par ce mot, et on va le comparer avec le vecteur de réponse qui va vraiment correspondre à ce qu'on attend. Par exemple, si ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce qu'il y a un verbe dans la phrase, on va avoir une question qui va être une transformation qui fait vraiment ressortir les vecteurs qui sont des verbes, et on va avoir une réponse qui va correspondre à ce qu'on s'attend à être un verbe typique. Et chaque mot, on va lui faire la transformation et voir, en comparant par rapport à la réponse attendue, est-ce qu'il y a de grandes chances que ce soit un verbe ou pas. Et ce qu'on va avoir en sortie, ça va être deux choses. Ça va être à la fois, pour chaque mot, à quel point est-ce qu'il a répondu, à quel point est-ce qu'il a réagi au pattern qu'on cherchait à détecter. Donc ici, à quel point est-ce que ça a une chance d'être un verbe. Et quelque chose d'un peu plus global, qui est, bon bah du coup, maintenant qu'on a vu à quel point chaque mot réagissait, à quel point est-ce qu'on est sûr qu'il y a vraiment un verbe dans notre phrase, et donc est-ce que le pattern, il a réagi positivement ou négativement.
J'ai une question avant que tu ailles plus loin, Benjamin. Cette matrice de questions ainsi que la réponse attendue, elles sont obtenues comment? Et bah, en fait, c'est le modèle qui va tout seul les apprendre. Ce sont des poids de notre modèle. Et donc, au cours de l'entraînement, GPT va comprendre de lui-même quels sont les patterns importants à détecter et il va créer ces matrices qui vont permettre de le détecter le plus précisément possible. Donc, c'est jamais défini par le scientifique, c'est purement l'entraînement qui va le faire. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'embeddeur. On ne définit jamais quelles sont les composantes qu'il doit reconnaître. Tout se fait lors de l'entraînement et donc se fait tout seul, entre guillemets. Encore faut-il avoir la bonne structure. Donc ça, c'était l'attention simple dans la première version dans laquelle elle a été inventée. Mais vous vous dites à ce moment-là qu'on peut détecter que des patterns très très simples. Puisqu'en fait, là, on ne fait jamais interagir les mots entre eux, on va uniquement voir si chaque mot, individuellement, va avoir certaines caractéristiques. Mais on comprend bien que pour du texte, il faut avoir plus d'informations que juste chaque mot, de quel type il est, de quelle nature il est. On va vouloir faire interagir les mots. Et donc, pour ça, on a amélioré l'attention en self-attention. La self-attention, à la place d'avoir uniquement une matrice de questions et un vecteur de réponse, on a également une matrice de réponse. Et en fait, on va croiser. On va prendre chaque mot, chaque paire de mots 2 à 2, et on va comparer la transformation par la matrice de questions à la transformation par la matrice de réponse. Ça va nous permettre d'aller chercher des patterns un peu plus compliqués. Par exemple, une fois qu'on a détecté un verbe, on aimerait bien trouver son sujet. Et donc, on va pouvoir faire interagir 2 à 2 tous les mots. Rappelez-vous qu'on a l'information de quels sont les mots qui ont le plus de chances d'être un verbe dans notre phrase, et on va pouvoir voir lesquels interagissent avec une relation sujet-verbe avec ce mot, et ça va nous permettre de détecter un sujet. Mais ça permet pas encore de tout détecter, donc il y a encore une complexification qu'a fait, et là ça va devenir très compliqué de vous donner des exemples un petit peu parlants de ce que ça représente, mais en gros, on va rendre encore plus libre notre modèle, on va lui donner encore plus de possibilités pour pouvoir aller chercher des patterns plus complexes, et on va lui mettre plein de matrices de réponses, plein de matrices de questions, on va lui laisser faire toutes les interactions qu'il veut, et ça va lui permettre de détecter encore de nouveaux patterns, et ça c'est ce qu'on appelle la multi-head self-attention, et c'est ce qu'on utilise partout dans notre modèle, à l'intérieur de nos encodeurs et de nos décodeurs. Avec ça, on va pouvoir détecter tout un tas de patterns, de plus en plus complexes, et en sortie de donc, toutes ces couches de détection, on va avoir un peu une liste pour tous ces patterns de est-ce que la phrase elle a réagi positivement ou négativement, et puis quels étaient les mots dedans qui réagissaient, et puis on a aussi l'information de chaque mot, sa représentation. Et avec tout ça, on va avoir suffisamment d'informations pour vraiment comprendre ce texte. Et on va rentrer dans une grosse couche qu'on peut appeler le classifier final, qui va prendre toutes ces informations et qui va en déduire en se faisant un petit peu un arbre de décision. On est dans une question, voici le sujet, voici le verbe, voici le thème de la phrase, on parle de tout ça, etc. Le dernier mot c'est ça, donc le mot suivant qui est attendu, ça doit être ça. Et donc là, il va nous sortir, alors non pas simplement le mot suivant, mais une distribution de probabilité sur tous les mots pour nous dire le plus probable c'est verte à 80%, ou alors grise à 15%, ou alors blanche à 3%, ou alors plein d'autres mots avec des probabilités beaucoup plus faibles. Et selon ce qu'on veut, on peut juste prendre le mot le plus probable, ou alors on peut faire varier un petit peu pour avoir des phrases différentes. Ça va être vraiment quand on va se mettre en mode génératif. Comme on ne veut pas juste prédire le mot suivant, mais prolonger le texte, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a choisi le mot d'après, par exemple verte, on va le remettre au bout de la phrase qu'on avait au début, et puis on va refaire un peu le même travail pour compléter une souris verte. Et en tournant comme ça en boucle, en fait, on va pouvoir prolonger le texte aussi loin qu'on veut, et pas juste prédire le mot suivant. Voilà, donc à ce stade, on a vu l'architecture Transformers dans son ensemble, et on a un modèle qui est capable de prédire du texte. Ce modèle, c'est GPT. GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformers. Générative parce qu'on cherche à prédire du texte, Transformers parce que ça utilise une architecture Transformers, et Pre-trained parce qu'on l'a entraîné sur un jeu de données non structurées avec plusieurs milliards de textes, dans lequel on a mis en fait tout ce qu'on trouvait comme texte de qualité à peu près correcte. Imaginez l'intégralité de Wikipédia, l'intégralité des articles scientifiques disponibles, l'intégralité de tous les textes, tous les livres qu'on peut trouver sur Internet, ainsi que pas mal de forums comme Reddit.
qu'on a donc donné à GPT pour s'entraîner. Tout ça, ça nous a rien coûté, puisque c'est de la donnée qu'on n'a pas du tout eu à retravailler, on a juste pris tout ce qui était disponible et on s'en est servi. Ça, l'intérêt, c'est qu'on a capté énormément de patterns grâce à cette donnée non structurée, qu'on va pouvoir réutiliser pour des tâches plus précises dans lesquelles on aurait eu besoin de données beaucoup plus coûteuses pour pouvoir s'entraîner. Pensez à ChatGPT, il lui faut des exemples de questions et de réponses. Et ça coûte très cher à générer. Mais grâce à ce pré-entraînement, on va pouvoir en utiliser une quantité bien moindre pour arriver à une qualité similaire. On va pouvoir faire uniquement du fine-tuning sur GPT. Pour passer de GPT à ChatGPT, on va appliquer 3 étapes concrètement. La première, c'est de donner un pré-prompt à GPT. GPT, il prend un texte en entrée et il le complète. Le but, c'est de lui mettre un texte avant l'input de l'utilisateur, donc avant la question que vous allez lui poser, pour le mettre en condition. Vous pouvez faire pause si vous voulez, là je vous ai mis un peu une liste de règles qu'on a obtenues de Bing, l'IA de Google, mais l'idée c'est vraiment juste de lui faire comprendre ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire répondre à des questions. Maintenant, on va faire donc ce fine-tuning dont on a parlé à partir de données, et vous voyez qu'on a besoin d'à peine 15 000 questions-réponses par rapport aux milliers de milliards de textes qu'on a donnés avant. Celles-là, va falloir les générer à la main, donc ça coûte très cher, mais comme on n'en a que 15 000, ça va être quand même beaucoup plus accessible. Le but de ces questions-réponses, ça va être de vraiment donner un exemple à ChatGPT de ce à quoi on veut que ressemblent ces réponses. Vous voyez la structure que vous avez quand vous posez une question à ChatGPT, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va la définir, de faire plusieurs paragraphes, d'utiliser certaines tournures de phrases notamment. Après ça, on a déjà un modèle qui est très performant, qui va être capable de répondre à des questions. Mais on veut qu'il soit encore plus performant, on veut que ses réponses soient les meilleures possibles. Et donc pour ça, on va utiliser du reinforcement learning, où l'idée, ça va être d'utiliser des gens qui vont classer des réponses pour dire lesquelles sont les meilleures, afin d'entraîner un modèle externe qui va être capable de dire, quand on a une question et une réponse, est-ce que la réponse correspond bien à la question ? Et une fois qu'on a ce modèle, on va pouvoir laisser ChatGPT un peu tout seul dans son coin, se poser des questions, proposer des réponses et voir, grâce à l'évaluation, si les réponses sont bonnes et donc progresser petit à petit pour devenir de meilleur en meilleur. Et ça, on va pas juste le faire avec les utilisateurs qui ont écrit le dataset au début, on va aussi mettre à contribution les utilisateurs de ChatGPT. Parce que vous l'avez peut-être jamais remarqué, mais quand vous posez une question à ChatGPT, vous voyez, il y a 2 petits pouces à côté pour vous demander un feedback. Et si vous cliquez donc sur le pouce vert, vous allez lui dire que c'est une bonne réponse, donc ça va l'aider à comprendre ce que c'est qu'une bonne réponse. Mais si vous mettez le pouce rouge, vous allez voir qu'il va vous demander de classer 2 réponses différentes pour dire laquelle est la meilleure parmi les 2. Et donc là, vous voyez exactement ce qui avait été fait pour entraîner ce modèle initialement. On vous fait le faire aussi pour permettre une amélioration continue. Avec tout ça, vous avez maintenant tous les éléments pour construire ChatGPT de zéro. À vous de jouer. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux limites de ChatGPT. Et pour moi, la limite principale de ce modèle, c'est qu'il n'a à aucun moment intégré la notion de vrai. Je vous donne un exemple. Ici, vous pouvez voir une question assez innocente que j'ai posée à ChatGPT. Est-ce que tu pourrais me donner le nom d'un animal qui rime avec anse? Et vous voyez qu'il m'a répondu quelque chose de complètement faux, le pécari à collier. Bon, en soi, qui se trompe, c'est un problème, mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que sa réponse commence par un « bien sûr » point d'exclamation plein d'aplomb, qui montre à quel point il ne se rend pas du tout compte qu'il est en train de répondre quelque chose complètement à côté de la plaque juste après. Et ça, c'est d'autant plus embêtant que si on regarde un petit peu ce graphe qui est fourni par OpenAI eux-mêmes, ChatGPT, il a quand même des chances non négligeables de se tromper. Selon le sujet, ça va de 1 chance sur 5 à presque 1 chance sur 3. Et ça, c'est pour GPT-4, la version payante. Si on s'intéresse aux premières versions de GPT, on est quasiment à 1 chance sur 2 sur tous les sujets. Et ça, c'est assez inquiétant. Mais c'est finalement pas étonnant, puisque si on regarde l'entraînement qu'on a fait pour en arriver là, à aucun moment est-ce qu'on a dit ni à GPT ni à ChatGPT ça c'est vrai, ça c'est faux.
Tout d'abord, pendant le pré-entraînement, on lui a appris à imiter du texte, qui n'est pas forcément vrai. Et ensuite, on lui a appris à comprendre ce que c'était une réponse qui correspond bien à une question, à bien la formuler, à bien s'exprimer, mais sans jamais vraiment lui dire « ça c'était faux, il ne faut pas que tu le fasses ». Et donc, cette notion, il ne l'a pas du tout. On peut se dire qu'on peut peut-être le corriger, on va lui demander ses sources, on va aller vérifier. Mais on se rend bien compte que quand on a entraîné un modèle sur des milliards et des milliards de documents pendant des dizaines d'années, à aucun moment, lui, il va pouvoir faire un peu cette marche arrière de se dire « Ok, semaine 4, jour 2, texte 850 millions, j'ai lu ça, c'est ça qui m'a permis de te donner la réponse. » Non, il est bloqué, il ne peut pas revenir en arrière, et donc il va vous donner une réponse qui est simplement « C'est pas possible, je ne peux pas accéder à mes sources. » Et ça, c'est quelque chose à vraiment bien avoir en tête. Si vous vous adressez à ChatGPT et que vous avez besoin que la réponse qu'il vous donne soit vraie, ce qui est souvent le cas, vous n'avez aucune garantie. Et donc, soyez bien précautionneux par rapport à ça et allez vérifier autour, puisque lui tout seul ne va pas vous permettre d'être sûr que ce qu'il vous a dit c'était bien vrai. Une autre limite à ChatGPT, c'est simplement la taille brute du modèle. On appelle ça des large language models et on ne se rend pas toujours bien compte de à quel point est-ce que c'est large. Pour vous donner des ordres de grandeur, GPT-3, un seul entraînement, en termes de coût carbone, c'est l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York. Ça s'explique par le fait que si on regarde la quantité de compute, la quantité de calcul qu'il va falloir apporter pour faire un seul entraînement, donc scanner ces milliards et ces milliards de documents, il faudrait faire tourner, si ça tournait sur un seul GPU, 150 ans sans interruption ce GPU. Bien évidemment, on ne le fait pas tourner sur un seul GPU, on utilise des serveurs avec énormément de GPU en parallèle, et ça, c'est 200 000 $ pièce le serveur, et on en met plusieurs centaines côte à côte. Donc ça vous donne un peu une idée de à quel point c'est énorme GPT quand on en parle. Et ça s'explique par le fait que on est arrivé à ce modèle en suivant une logique qu'on appelle le bigger is better. Cette logique, elle disait que depuis globalement qu'on a commencé à faire des large language models, en 2018, si on veut améliorer la performance de notre large language model, il suffit d'en faire un plus gros. Et ça a très bien marché pendant des années. Et on a eu cette espèce de loi de Moore où tous les ans on multipliait par 10 la taille du large language model le plus performant. Mais si on regarde un petit peu la fin de cette courbe, on se rend compte que cette loi de Moore, elle est de moins en moins vérifiée. Et en fait, probablement qu'on a atteint un palier et qu'on va plus pouvoir augmenter la taille de nos modèles. Et on peut même voir qu'il y en a qui réfléchissent à la réduire, cette taille. On voit le Llama qui a été fait par Meta, avec des performances assez comparables à GPT-3, mais une taille bien moindre, avec à peine 65 milliards de paramètres. Enfin, à peine, faut le dire vite. Une des raisons qui peut expliquer qu'aujourd'hui on a atteint un palier sur la taille de ces large language models, c'est qu'on a beaucoup plus de difficultés à prédire la performance qu'on va avoir quand on va l'entraîner. Comprenez bien, quand on entraîne un modèle pour 10 millions de $, on ne va pas s'amuser à en faire des dizaines pour tester différentes architectures. Ce qu'on veut faire, c'est entraîner notre modèle beaucoup moins longtemps, 1 million de fois moins, 100 000 fois moins, et espérer qu'avec les points qu'on va pouvoir tracer, en les prolongeant, on va avoir une bonne approximation de ce que va être notre précision finale. Malheureusement, à partir de plusieurs centaines de milliards de paramètres comme on a aujourd'hui, ce que disent les chercheurs, c'est que cette prolongation de courbe, elle n'est plus du tout précise, et donc ça a un coût démentiel sur ce que va vraiment nous coûter l'entraînement de notre modèle, puisqu'on va être obligé d'en faire des dizaines pour finalement avoir la bonne précision. Une autre justification au fait que c'est pas forcément souhaitable d'avoir des language models aussi gros, c'est qu'on perd en généralisation, même si on gagne en précision sur la tâche de prédiction de texte pure. Ça, c'est illustré par une compétition assez marrante dont j'avais envie de vous parler, qui a été financée par le Phone for Alignment Research, et dont le but, c'était de trouver des tâches sur lesquelles les large language models étaient d'autant moins performants qu'ils étaient plus gros. Cette tâche, elle est très simple, vous allez voir. C'est simplement de répéter la phrase qu'on nous donne. Donc, le but, c'est de donner une phrase en entrée, par exemple « j'aime les chats », et d'avoir en sortie la même phrase, donc « j'aime les chats ». Mais on va introduire un petit piège pour notre modèle, puisque dans la phrase qu'on va lui donner à réellement répéter, on va changer le dernier mot avec quelque chose qui ne s'attend pas à trouver. Donc on va prendre une expression que notre modèle a vue des centaines de fois, et qu'il a d'autant plus vue s'il est de grande taille. Par exemple, à vaincre sans péril, on triomphe sans problème. Et ça va être beaucoup plus dur pour lui de comprendre
que ce qu'on lui demande, c'est de répéter sans problème, plutôt que de juste compléter la phrase comme il l'a vu à chaque fois. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et ce qu'on voit, c'est que sur des modèles à 70 milliards de paramètres, on a quasiment 0% de précision sur cette tâche. Le modèle est tout simplement incapable de généraliser et de se sortir de la phrase qu'il a vue des centaines de fois. Ce qui montre qu'il y a des limites à ces modèles de très grande taille. On comprend un peu mieux, en voyant ça, pourquoi Meta se dit en créant Llama, je vais faire un modèle de plus petite taille, ça va me permettre, sans trop perdre de performance, de gagner cette capacité de généralisation et donc au final de mieux marcher pour toutes les tâches sur lesquelles on va s'en resservir ensuite. Une première tendance qu'on a vue sur les LLM, c'est ce palier qui serait atteint sur la taille, voire même une direction descendante pour les prochaines années. On a également, depuis quelques mois, une évolution qui fait plaisir vers plus d'open source. Pendant que les OpenAI, Microsoft et Meta se faisaient la guerre, le monde académique n'était pas en reste. Et il y a un gros projet qui a été lancé, qui s'appelle Bloom, qui a conduit aujourd'hui à un modèle aux performances comparables à GPT, donc un modèle de prédiction de texte, et qui est complètement open source, qui peut être accessible pour n'importe qui. Et fun fact, ce modèle il a été entraîné sur un supercalculateur français, le supercalculateur Jean Zay, donc cocorico. Toujours dans cette tendance vers l'open sourcing, un autre projet qui donne le smile s'appelle Dolly 2. C'est un modèle qui a été créé par Databricks, une entreprise privée, mais qui avait pour objectif de créer un chat GPT entièrement open source. Pour faire ça, ils sont partis d'un LLM open source. Bloom n'existait pas à ce moment-là, ils se sont servis de Pilatia. Et ce qu'ils ont dû faire, c'est le fine-tuner. Donc pour ça, il fallait qu'ils génèrent un dataset de questions-réponses. Et là où ils ont été très malins, c'est qu'ils se sont servis de leurs employés. Ils ont créé un leaderboard accessible à tous, dans lequel ils mettaient l'employé qui avait rempli le plus de questions-réponses, et celui qui gagnait à la fin de la semaine avait droit à un voyage gratuit. Évidemment, ça a très bien marché. Ils ont eu 18 000 questions-réponses à la fin de la semaine, largement de quoi réentraîner le modèle. Et pour à peine 30 $ de GPU, ils ont pu obtenir un chat GPT-like avec des performances tout à fait correctes. Et ça fait plaisir, puisque ça nous montre que plus on va avoir d'open source dans ce domaine, plus n'importe qui va pouvoir prendre en main ces modèles et en faire des choses géniales. Et voilà, c'est tout pour cette présentation un peu théorique de ChatGPT. Maintenant, je crois que pour la pratique, Théo, tu nous as préparé quelque chose? Effectivement, Benjamin, pour le deuxième épisode de l'IA c'est pas sorcier, on a mis les petits plats dans les grands et on vous a préparé un challenge sur un site internet, donc le lien sera en description de cette vidéo, sur lequel vous pourrez retrouver justement le challenge que je vais présenter tout de suite. L'enjeu pour vous, donc, ça va être de créer un modèle d'analyse sentimentale sur des avis Amazon qui peuvent aller de amazing, wow, I love this soundtrack, voilà, des choses dans le genre. Et votre modèle va devoir catégoriser le sentiment général de cet avis, donc plutôt positif ou plutôt négatif. Et pour ce faire, plutôt que d'utiliser du fine-tuning très coûteux et de réentraîner voilà, un modèle GPT, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthode du pré-prompt que vous a présenté Benjamin plus tôt. Un pré-prompt dans lequel on va donner une description de la tâche à réaliser ainsi que des exemples et ensuite on va laisser faire notre modèle. Donc ça donne des performances un petit peu moins bien qu'un modèle fine-tuné, mais vous allez voir, vous allez être surpris. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour, que je vous fasse une démonstration de comment utiliser l'outil. Donc vous aurez besoin d'un compte Hugging Face sur lequel vous allez devoir créer un token en lecture. Pareil, tout est écrit sur le site internet. Vous allez ensuite donc, renseigner votre token, proposer un prompt dans lequel vous allez donner une description de la tâche ainsi que des exemples. Et vous allez pouvoir tester voilà, sur différentes phrases que vous allez écrire vous-même. Une fois que vous êtes satisfait de votre prompt et que ces réponses semblent suffisamment générales, vous êtes prêt pour soumettre votre résultat. Pour ce faire, vous scrollez vers le bas et vous arrivez sur le formulaire de soumission. Vous avez à rentrer donc, le prompt que vous avez préparé, ainsi que votre pseudo et votre email. Le pseudo sera affiché sur le leaderboard. Le leaderboard, on le publiera un mois après l'apparition de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez comparer vos performances avec ceux de vos amis qui ont participé au challenge. À savoir que le gagnant de cette compétition aura l'honneur et la chance d'être invité à nos afterwork pour rencontrer les collaborateurs de Little Big Code, visiter nos bureaux et repartira même avec ce magnifique pull brodé Little Big Code, voilà, qui pourra arborer fièrement.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao!